les bases du pourquoi de l'existence de notre secteur. Vous êtes passé principalement par les missions, les contextes, vous nous avez parlé des zones d'influence, de l'importance du groupe et de sa complémentarité, de l'environnement, de la notion du territoire. Vous êtes passé également par la mise en évidence des interactions, des impératifs du développement socio-économique. Vous êtes attardé également sur le constat de l'inadéquation entre la demande en compétences et les savoirs technologiques exprimés par le secteur socio-économique avec l'offre ou la production de l'université en termes de diplômés et des savoirs technologiques. Donc, sur ce constat-là, vous avez parlé de la stratégie adoptée pour pallier à cette inadéquation. Vous avez principalement parlé des définitions des objectifs généraux et spécifiques, les outils de la définition de ces objectifs-là, notamment les approches analytiques et de diagnostic. Vous avez également clairement parlé de l'importance de la planification stratégique, donc planification stratégique et planification opérationnelle, et surtout des outils pour atteindre cette planification-là, notamment l'ensemble des éléments que vous avez exposés, y compris les processus d'évaluation et autres outils d'analyse. Voilà. Donc sur cette masse d'informations, de concepts et de notions extrêmement importantes, je laisse maintenant la parole à l'ensemble de l'assistance pour poser leurs questions et débattre également du contenu de la présentation. Donc peut-être afin de positionner un tout petit peu les choses, en tant que modérateur, je vais m'offrir le luxe de poser la première question. Donc, professeur Hamidouche, vous avez parlé avec beaucoup de passion et de précision sur l'importance de la planification stratégique et des outils, notamment les approches analytiques et de diagnostic. Et puis après, vous avez exposé les processus d'évaluation qui vont également dans le sens d'établir une planification stratégique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a complémentarité ou est-ce que c'est deux choses différentes? Donc les approches analytiques et de diagnostic sont un aspect et les processus d'évaluation en ont un autre aspect. Donc, où est-ce qu'on parle de la même chose? Les deux aspects sont complémentaires. Comme je l'ai dit, le premier aspect, c'est la réflexion, c'est l'intuition, c'est les idées. Et qui dit réflexion, des idées, ce n'est pas tout le monde, toute la communauté qui va réfléchir. D'accord? Donc c'est, je dirais, un ensemble d'éléments représentatifs, que cela soit des responsables, que cela soit à travers la cellule assurance qualité. Donc c'est pratiquement un groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion, donc elle aura à utiliser un certain nombre d'outils de l'assurance qualité pour pouvoir faire l'analyse et le diagnostic. Et c'est des outils pratiquement d'analyse globale, c'est-à-dire qui ne sont pas détaillés, qui ne vont pas pas au fond des choses, mais non détaillés. Donc c'est l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL. Donc il suffit de voir quelles sont les grandes lignes, par exemple, de l'industrie au niveau de ce territoire.
quelles sont les projections. Donc il faudrait que dans ce groupe-là, les gens qui vont faire cette analyse, il faudrait qu'ils soient imprégnés du secteur socio-économique, qu'ils aient un certain nombre d'informations, de telle sorte à ce que cette analyse et ce diagnostic soient le plus réaliste possible. Fi nefs al-waqt, ils devraient aussi connaître l'université. C'est-à-dire, c'est de là où la cellule qualité intervient. Donc, dans la cellule qualité, il doit y avoir les différents segments de l'université qui soient représentés et les différentes catégories de l'université, c'est-à-dire les ATS, les enseignants, les responsables, les segments de la recherche, segments de l'infrastructure, segments de la gouvernance, des étudiants. Nous, à CETIF, nous avons choisi 2 étudiants en doctorat à l'époque. Pourquoi en doctorat? Parce qu'ils ont fait tout le cursus de la graduation, donc ils connaissent mieux si vous voulez, les différents aspects de la formation universitaire. Ça, c'est pour la stratégie, pour les grandes lignes, la politique et la vision de l'université. Mais maintenant, on peut mettre en place une politique, mais si on ne la met pas en œuvre, donc c'est comme si nous n'avons rien fait. Donc à partir de cette stratégie, il faut la décliner aussi en un plan d'action, en opérationnel, et l'opérationnel ne peut être fait qu'après une évaluation, parce que l'évaluation, elle est plus détaillée, elle n'est pas globale, elle est plus détaillée par rapport, si vous voulez, à l'analyse PESTEL ou l'analyse SWOT. Donc, les 2 sont complémentaires. Merci beaucoup, professeur Hamidouche. Je profite aussi de cet instant pour souhaiter la bienvenue donc, à M. Bouzidi, notre responsable assurance qualité, qui est à mes côtés, et qui est également membre actif de la cellule ou de l'équipe du projet ESAGOV au sein de notre université. Voilà. Donc, et qui va bien évidemment m'aider dans cette tâche. Voilà, donc merci beaucoup, professeur Hamidouche. D'autres questions? Monsieur Hachmaoui. Au passage, monsieur Hachmaoui est le directeur du Bleu de l'Université de Béjaïa. Merci, professeur Kati. Professeur, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre brillant exposé qui nous a vraiment fait plonger dans les principes de base du management stratégique. Donc, ma question, elle est d'ordre plus bas, qui est opérationnel. Donc, vous avez parlé donc, de toute l'approche stratégique pour la mise en place d'un système d'assurance qualité. Moi, ma question, qu'en-est-il des outils opérationnels qu'il faut bien mettre en place pour doter les gens qui sont chargés de l'opérationnel d'outils qui leur permettent la mise en exécution ou la déclinaison de l'approche stratégique vers l'opérationnel. Je cite à titre d'exemple la documentation des procédures qui de mon expérience, n'existe en aucun niveau. Donc déjà, la mise en place de process ou de procédures en fonction des situations dans lesquelles se trouve l'agent ou la personne qui est chargée de l'exécution des différentes tâches et leur documentation. Je vais citer à titre d'exemple l'organisation des examens, par exemple. Donc il n'existe pas de document qui permet de décrire donc, tout le process de la mise en place ou de l'organisation des examens pour le chef de département, or que c'est un outil qui est indispensable. Un autre exemple, lorsqu'il y a un incident, par exemple, des étudiants qui boycottent l'examen ou un étudiant, par exemple, qui ne veut pas remettre sa carte à l'enseignant, il n'y a aucun document qui permet de décrire la procédure à suivre pour pallier à cette situation ou pour faire face à cette situation. Et c'est ce qui pose problème pour l'évaluation après. Parce quand on fait une évaluation d'une procédure ou une évaluation
de qualité, il nous faut des documents de référence sur lesquels on peut se baser pour estimer est-ce que vraiment la procédure elle a été respectée ou non. J'estime, à mon avis, du fait que je suis du domaine, donc je suis économiste de formation, et j'enseigne justement le module, ce type de module. Donc la formalisation des différentes procédures n'existe pas. Et c'est ce qui pose problème justement pour la mise en œuvre des différentes tâches et pour l'évaluation a posteriori. Et je vous remercie. Je suis entièrement d'accord. Le diagnostic de l'université algérienne, c'est-à-dire, je ne dirais pas le mauvais fonctionnement, mais nous pouvons mieux faire. Là, merci. Avant d'arriver le guide de procédure, en amont, il y a déjà l'émission de chacun, de chaque membre de l'université. Personne, je ne dirais pas personne, peut-être la majorité de nous en tant que responsables, les différents organes ou la entité, nous ne connaissons pas nos propres tâches, nos propres missions. En principe, dans chaque bureau, qui met la fiche d'inventaire du mobilier qu'il y a dans le bureau, il doit y avoir une fiche qui indique les missions du poste du recteur jusqu'au l'élément, je dirais, secrétaire ou la chef de service, et ainsi de suite. Donc, une fois que ces missions-là soient définies et connues par chaque membre, donc c'est la liaison entre ces missions, entre ces éléments, qui fait les procédures. Que ces procédures-là soient transversales, qu'elles soient verticales, c'est-à-dire du bas vers le haut ou d'en haut vers le bas. À chaque opération, c'est des cas spécifiques. Effectivement, donc la démarche qualité permettra, bien sûr, de mettre en place ce type, définir les missions de chacun. Il faut que chacun, il doit connaître sa mission pour pouvoir la mettre en exécution. Et pour la mettre en exécution, donc cet élément est appelé à interagir avec d'autres éléments, donc ça fait les procédures. Donc il faut qu'il y ait aussi un guide de procédure qui parle de l'assurance qualité, donc il faut y avoir bien sûr un guide de procédure. Le troisième élément que je considère que l'université pratiquement est défaillante, c'est la communication. Donc entre mission, procédure, s'il n'y a pas de la communication, ça ne peut pas marcher, s'il n'y a pas échange. Généralement, on se limite à l'information, mais pas à la communication. C'est-à-dire, on envoie des emails, on affiche, je ne sais pas quoi, mais on ne communique pas. Peut-être, je suis un technologue, je ne suis pas spécialiste ni en communication, ni l'économie. C'est des constats qu'on fait par rapport, donc, avec la casquette assurance qualité. Donc, on peut, il faut avoir l'œil critique, bien sûr. Il faut mettre l'accent beaucoup plus sur ce qui ne marche pas que sur ce qui marche. C'est-à-dire, j'approuve entièrement que le guide des procédures, il est indispensable, quelles que soient les missions et quels que soient les dossiers, si vous voulez, à traiter ou à transmettre. On a fait dernièrement les concours de doctorat. Même si le ministère a mis en place un guide, c'est la première fois, un guide de procédure, comment va se dérouler toute l'opération. رغم هذه كاين اللي داروا tirage au sort les deux épreuves قبل la première épreuve داروا même تاع la deuxième épreuve كاين وين le responsable du comité de formation de doctorat a été, si vous voulez, mis de côté, je m'excuse du terme, c'est le chef de département qui a été mis en avant, ou l'inverse, alors que chacun a sa propre mission, c'est bien défini dans le guide. Donc, effectivement, parmi les choses à mettre en place, et une fois que, parce que l'assurance qualité aussi, il y a une démarche, donc on va la voir juste après. J'insiste, mission, guide de procédure, communication. Bonjour tout le monde.
Donc, je vais essayer de rajouter un mot par rapport à ça. Donc, je remercie d'abord notre ami M. Hamidouche d'avoir accepté l'invitation. Et je remercie aussi toute l'assistance d'avoir accepté de participer à cette conférence. En dehors de la procédure que chacun de nous doit connaître afin de savoir comment agir dans des situations difficiles, il me semble aussi, il faut et il est nécessaire que chaque élément de l'université se sente acteur au niveau des décisions qu'il faut prendre dans l'établissement. Donc pour cela, il faut d'une manière globale une approche participative dans l'élaboration particulièrement du projet d'établissement. Donc chaque élément de l'université doit participer à l'élaboration du projet d'établissement. Justement dans ce sens, je vais profiter pour poser une question donc, à notre ami. Sachant que nous avons déjà un mode de gestion, un mode de gouvernance au niveau de l'établissement. Et sachant aussi que dans le passé, il y a un problème de qualité qui se pose. Maintenant, on essaye donc de travailler avec une approche qualité, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de telle sorte est-ce que ça réussisse, et qu'est-ce qu'il faut faire de telle sorte est-ce qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs? Moi, tout à fait au départ, quand on a parlé de qualité, moi je vous dis sincèrement, la première question que je me suis posée, est-ce que nous n'allons pas tout simplement élaborer tout simplement des rapports, tout va bien, Dieu merci, et en fin de compte, le cauchemar continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'approche qu'il faut faire sur le terrain afin que ça marche? Voilà, essentiellement, en dehors des procédures, etc. Donc, l'élément essentiel pour que ça fonctionne au niveau de l'université. Merci. C'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Franchement, c'est difficile parce que quand on va à l'opérationnel, donc il y a plusieurs acteurs, et qui dit acteur, donc il dit mentalité, qui dit mentalité, donc c'est pas facile de, il n'y a pas quelque chose de miracle comme ça du jour au lendemain, voilà, ça change. Donc il y a, mais si vous l'avez dit au départ, c'est on fait si les collègues et les différents membres de la communauté universitaire comprennent qu'ils sont indispensables pour l'ensemble et que cet ensemble lui sont indispensables, chacun va mettre un peu de son côté de telle sorte à ce que, je l'ai dit, si, déjà s'il s'approprie sa propre mission, c'est déjà un acquis. Mais ça dépend de la conjoncture. Donc il n'y a pas quelque chose d'absolu à mettre en place de telle sorte à ce que les choses marchent ou ne marchent pas. Donc tout est relatif, ça dépend. Vous parlez à un étudiant qui est moyen, ou là un étudiant qui est brillant, ou là un autre moins brillant. Ce n'est pas la même réaction, même si quand on enseigne, on trouve des difficultés. Si vous élevez un peu le niveau, vous en quelque sorte influencez négativement la majorité, ou là vous faites l'inverse. Si vous élevez le niveau par rapport aux meilleurs, donc vous allez sanctionner en quelque sorte les moins bons. C'est à peu près la même chose. Donc dans le travail, chacun, il n'y a pas une recette miracle. Alors, Monsieur Chmaoui, oui, allez-y.
Merci, M. Chmaoui. Effectivement, si vous permettez, l'Algérien qui se le djib, Ousmane. Si vous permettez en plus de la rigueur, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, donc quand un enseignant ou un responsable se trouve dans une situation, il faut qu'il se sente concerné par le problème. Il ne faut pas qu'il attende, il dise, tiens, je vais appeler mon responsable pour prendre une décision, pour voir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, chaque élément de l'université doit se sentir acteur, il doit se sentir responsable. Mais comment arriver à ça? On a parlé de la démarche qualité, il y a aussi la démarche participative. Il faut, quand on va élaborer le projet d'établissement, il faut associer toutes les compétences de l'université dans l'élaboration déjà du projet d'établissement. C'est dans ce sens que chaque élément va se sentir par la suite acteur, parce qu'il va participer d'abord à l'élaboration du projet d'établissement, et en plus de ça, il faut qu'il y ait un climat de concertation, de consultation, de demande d'avis, etc. Donc, au niveau des départements, par exemple, quand on veut élaborer des offres de formation, il ne faut pas que ce soit un enseignant ou deux enseignants qui élaborent le cahier des charges de la formation, ensuite on le donne aux étudiants. Il faut que tous les enseignants participent à l'élaboration de ce cahier des charges afin qu'ils se sentent responsables par la suite. Et nous avons vécu des situations comme ça où les enseignants ne sont pas concernés. Ils te disent, voilà, j'étais pas, comment dire, invité à participer tout à fait au départ à l'élaboration de ces cahiers des charges. Donc après, ils disent que je ne suis pas concerné. Donc il faut arriver à responsabiliser les gens et à les faire sentir qu'ils sont acteurs à l'université. Donc à chaque fois qu'il est obligé de prendre une décision, il est aussi acteur, donc il doit savoir ce qu'il faut faire. Donc merci beaucoup, Monsieur Bouzidi. Je pense qu'il y a clairement, avant d'inviter tout le monde à une petite pause dans l'attente de la seconde conférence, il est clairement évident que la rigueur est extrêmement importante, mais également les mécanismes. Je rejoins donc le professeur Hamidouche et Monsieur Chmaoui également sur l'importance des mécanismes, que les tâches, les émissions soient clairement définies. Je rapporte également, je profite de cette tribune pour rapporter également les propos de la vice-présidente de l'université de Marseille lors d'une formation dans le cadre des activités du projet Zagov. Me dit, Monsieur Kati, quand quelqu'un vient travailler, certainement, il ne va pas venir pour faire des bêtises. Forcément, il va vouloir réaliser ses tâches. Peut-être faudrait-il lui montrer comment les réaliser et encadrer au mieux ces activités-là. Voilà, donc c'était juste ce dernier point. Sur ce dernier point, j'invite tout le monde à prendre une petite pause en attendant la deuxième conférence. Merci beaucoup.